Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un sujet important et complexe, le 150 obétaire. Et pour traiter ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Leclerc, avocat fiscaliste chez CMS Francis Lefebvre. Bonjour Christophe. Patrick, merci de m'accueillir. Voilà. Alors je te propose, on va parler du 150 obétaire. Alors 150 obétaire, c'est un mot un peu technique. Tu vas nous expliquer ce que c'est, le 150 obétaire, ce dispositif fiscal, nous exposer quels sont les intérêts du 150 obétaire pour le chef d'entreprise, quelles sont les contraintes et quelles sont les solutions. Tout à fait, bonjour à tous. Alors sur ce que c'est, on en parle beaucoup. C'est un mécanisme qui s'adresse à tous les chefs d'entreprise qui s'apprêtent à céder leur entreprise à plus ou moins long terme. S'ils le font, le moment venu, cette plus-value, en général, sera imposée à 30, voire même à 34%. 30%, c'est cette fameuse flat tax. 4%, c'est cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et en 2025, il peut même y avoir un sujet supplémentaire d'assujettissement à l'impôt minimum de 20%, qui fasse encore monter la note. Pour le chef d'entreprise qui envisage de céder son entreprise, le mécanisme consiste à apporter les titres de l'entreprise qu'il s'apprête à céder à une société holding, assujettie à l'impôt sur les sociétés, en échange de titres de cette société. En le faisant sur la plus-value d'échange qu'il réalise, il bénéficie d'un report d'imposition, donc il n'est pas taxé au moment de cet échange. Et c'est la société holding qui a reçu les titres, qui va les céder, et qui, si elle le fait très rapidement après l'apport, ne constatera pas de plus-value par construction, puisque la valeur de cession sera la même que la valeur d'apport, ou si elle est amenée à constater une plus-value, ce sera une plus-value plus faible, qui, compte tenu du fait qu'on repartira de la valeur d'apport, et qui sera imposée, à supposer encore une fois qu'il y ait une plus-value, au taux de l'impôt sur les sociétés, qui est de 15% pour les PME, ou de 25%, le taux ordinaire, voire même, s'il y a une détention assez longue, un taux qui peut être encore plus faible. Donc c'est une stratégie d'évitement, mais fléchée par le législateur, de l'imposition, et qui permet un réinvestissement de la totalité de la plus-value dans un outil de capitalisation. Donc ça s'adresse à un chef d'entreprise qui détient une holding, qui cède les titres de sa société et qui lui permet de pouvoir effacer tout ou partie de la plus-value qu'il aura générée au moment de la revente. Alors la plus-value n'est pas effacée, la plus-value d'échange, elle est reportée. On pourra voir qu'il existe in fine dans des optiques de transmission des mécanismes d'effacement définitif de cette plus-value, mais elle est mise en report, elle est calculée, déclarée. Il y a des obligations déclaratives à respecter dans la déclaration d'impôt sur le revenu, et les modalités d'imposition de cette plus-value sont déterminées au moment de l'apport, même si elle est reportée dans son imposition. Si je détiens une société en direct, sans l'intermédiaire d'une holding, je suis éligible au 150 obétaire ? Oui, l'enjeu sera d'apporter c'est les titres de la société que tu détiens en direct à cette holding qui peut d'ailleurs exister ou que tu peux créer à cette occasion-là, à condition d'en avoir le contrôle. On a un certain nombre de chefs d'entreprise clients de meilleur taux placement qui détiennent leur société en direct. Ils sont propriétaires des actions, ils ne l'ont pas apporté à une holding. Si je les détiens en direct, je suis éligible au 150 obétaire sans holding patrimonial ? Oui. Aussi. D'accord. Tout à fait. Alors, les intérêts, tu vas nous les citer de ce mécanisme ? L'intérêt, je paraphrase un petit peu ce qu'on s'est dit, l'intérêt c'est que sur cette plus-value d'échange, encore une fois, cette plus-value que l'on réalise quand on apporte les titres de la société qu'on détient en direct à une autre société que l'on crée ou qui existe déjà et dont on a le contrôle, cette plus-value, il n'y a pas d'imposition, l'imposition est reportée. Si derrière la holding cède, elle ne réalise pas de plus-value, si elle le fait à brève échéance. Si elle réalise, elle le fait au bout de quelques temps et qu'il y a malgré tout une plus-value, cette plus-value va être taxée dans des conditions moindres, puisque taxée à un taux de 15, de 25%, voire même si les titres sont des titres de participation que je conserve au moins 2 ans, seule une quote-part de 12% de cette plus-value brute supportera le taux de l'impôt sur les sociétés. On peut arriver à une imposition au taux marginal de 4%. Et puis, plus généralement, ça veut dire qu'on met dans une enveloppe d'une société, qui est un outil patrimonial,
Alors, il faut vouloir avoir cette intermédiation de la société, on y reviendra sur les inconvénients, mais on met dans cette société des liquidités, du cash issu de cette cession potentiellement, qui va rapporter peut-être des placements, des intérêts, donc des montants financiers, et montants qui seront eux-mêmes taxés à un taux de 15 ou de 25%, qui est plus faible que le taux de 34% que ces impositions, qui aurait été le taux d'imposition en direct. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a des contraintes pour ce dispositif à respecter pour le chef d'entreprise? Oui, on en a essentiellement 3, oui. Si on essaye d'être concis. D'abord, le report d'imposition prend fin, nous dit le texte, lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport. Ça veut dire que, encore une fois, c'est un report, ce n'est pas une exonération d'impôt définitive sur cette plus-value d'échange. Il faut garder les titres, il ne faut pas les céder à titre onéreux. Et là, attention, quand le chef d'entreprise apporte, il y a un acte d'apport, il y a un commissaire aux apports, il y a une mécanique un peu juridique. Il faut d'ailleurs parfois demander en amont l'autorisation de faire cela aux autres associés. On peut ne pas être seul à détenir les titres de cette société. Quand on fait cet apport, on constate, en échange, on reçoit les titres de la nouvelle société, de la société holding. Ça s'exprime comptablement par du capital et puis par une prime d'apport. Ce capital et cette prime d'apport ne peuvent pas être remboursés ou distribués à l'associé. On ne peut pas imaginer de se distribuer ce qui a été l'objet de l'apport, sauf à mettre fin au report d'imposition. Ça, c'est une première contrainte. On peut distribuer en revanche les résultats futurs de cette société. La société se voit apporter les titres que l'on détenait en direct, elle les cède, elle réalise le produit de la cession, elle réinvestit dans des placements financiers qui eux-mêmes génèrent des intérêts, une rémunération. Donc ces produits-là pourront produire un résultat de la société holding qui, lui, pourra être distribué. Mais si on fait ça, deuxième contrainte, ce sera une distribution dont va bénéficier le chef d'entreprise, qui à ce moment-là se retrouve à avoir une holding qui détient sa participation qui a été elle-même cédée, donc il a réinvesti. Et cette distribution, on retrouve une distribution de dividendes taxée à 34%, donc on retrouve l'imposition qu'on cherchait à éviter sur la plus-value au travers de cette distribution, avec en plus une imposition au niveau de la société. On ne met pas dans une holding à l'impôt sur les sociétés quelque chose dont on a besoin ou qu'on ne voudrait pas capitaliser. Et enfin, troisième, donc il faut bien calibrer, et on a parfois des apports à côté de cession. On peut céder une partie et apporter l'autre. Les maîtres mots, c'est anticiper, parce que ça prend un peu de temps, et bien calibrer. Et puis, troisième contrainte, si la cession par la holding intervient dans un délai de 3 ans à compter de l'apport, pour maintenir le report d'imposition, la société holding doit réinvestir 60% du produit de la cession dans les 2 ans de l'apport. Et là, c'est intéressant d'en parler. C'est un délai court quand même, 2 ans. C'est un délai court. Si les montants sont importants. Au départ, on croit que c'est un délai long, mais en réalité, c'est un délai qui court de date à date, mais en réalité, ça va assez vite. Alors, le législateur a donné les modalités de réinvestissement possibles. Elles sont appréciées strictement. On n'est pas dans des schémas de sujets d'abus sauf cas particulier. Tout ça est organisé par le législateur, mais les conditions doivent être respectées strictement, notamment le 60% de réinvestissement du produit de cession dans les 2 ans, dans un délai de 24 mois. Il y a 4 possibilités de réinvestissement. Il y en a 3 d'un côté et puis une de l'autre, qui a été rajoutée par la loi de finances pour 2019. Les 3 premières, c'est le financement de moyens permanents d'exploitation qui soient affectés à l'activité de cette société holding, qui devient une société qui va développer une activité commerciale, agricole, artisanale, libérale, etc. Donc on investit en direct dans des machines. Là, il faut continuer à avoir la vision entrepreneuriale des choses.
Et donc la société développe elle-même une activité, elle investit elle-même dans des actifs. Deuxième hypothèse, elle acquiert le contrôle d'une filiale qui a une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole. Donc là, on est plus dans une intermédiation. Troisième possibilité, on investit dans une ou plusieurs sociétés via des augmentations de capital ou la souscription au capital. Ce sont des solutions où il faut être manager, faut avoir des capacités que l'on a, puisqu'on parle principalement d'un dispositif qui s'adresse aux chefs d'entreprise. Mais il faut avoir l'énergie pour le refaire. Il ne faut pas se tromper, parce que pour nous, on a beaucoup de sujets sur l'éligibilité des métiers dans lesquels on souhaiterait investir, des activités. Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est qualifiant? Notamment sur les sujets liés à l'immobilier. Et on n'a que 2 ans. Voilà. Et de façon intéressante, le législateur, dans la loi de finances de 2019, a introduit une nouvelle possibilité, qui est une possibilité de réinvestissement dans des structures d'investissement, FCPR, FPCI, société de libre participation, société de capital risque, donc plutôt un investissement passif qui doit répondre à des critères stricts, mais avec l'idée, je trouvais ça intéressant, quand la loi de finances a été amenée, l'idée du législateur a précisément été de dire, et il l'a inséré dans le dispositif encadrant la loi, de dire certains chefs d'entreprise sont de bons managers et dirigeants, mais ne sont pas nécessairement de bons investisseurs. Et donc, pour réemployer les fonds, ils préfèrent les confier à des investisseurs professionnels. Et donc, ils nous l'ont dit, et on crée cette nouvelle possibilité d'investissement passif. Dans des FCPR ou FPCI. Que se passe-t-il si, dans les 2 ans qui suivent, je n'ai pas investi 60% de la plus-value? Est-ce que je perds l'avantage fiscal du report ou je perds l'avantage fiscal rétroactivement. Donc on va me demander l'impôt qui aura été encore une fois sanctuarisé, c'est-à-dire que c'est lors l'année de l'apport que dans la déclaration on va déclarer, calculer, déclarer, et on connaît les conditions d'imposition de cette plus-value, même si elle est reportée. Quand les conditions ne sont pas respectées, elle devient imposable aux conditions qui avaient été prévues. Il faut d'ailleurs faire attention, c'est soit cette fameuse flat tax, soit il y a une possibilité d'option pour le barème avec, dans certaines hypothèses, notamment quand les titres ont été souscrits ou acquis avant le 1er janvier 2018, une possibilité d'opter donc pour le barème de l'impôt avec certains abattements. Donc il y a un choix à faire qui est déterminant au moment de l'apport, l'année de l'apport. Mais rétroactivement, ça devient imposable. Et il y a en plus l'intérêt de retard à 2,4 par mois. D'accord. Voilà. Et on a perdu, ensuite, ça pose une vraie difficulté, c'est que cette imposition va devoir être exigible au niveau du dirigeant qui n'a pas les fonds puisque les liquidités ont été appréhendées par la société. Donc on rentre dans des difficultés qui ne sont pas seulement liées au fait que la plus-value redevient imposable, mais que c'est à mon niveau, alors que la société, elle, a perçu le cash et que j'ai peut-être commencé à réinvestir. Oui, donc je suis entre deux. On peut mixer un des 4 dispositifs, c'est-à-dire que je peux faire une prise de participation dans une société A et je peux aussi acheter un FCPR de façon à atteindre cet objectif des 60%. Tout à fait. Il faudra prendre la précaution de flécher les choses de façon à pouvoir justifier sur demande de l'administration que j'ai satisfait à mon obligation de réinvestissement dans le délai qui m'est imparti et à hauteur du pourcentage qui m'est imparti. D'accord. On peut préciser qu'il y a plusieurs solutions qui existent de type de fonds sur le marché, éligibles aux 150 OBTR. Généralement, le produit financier indique son éligibilité au dispositif. Nous travaillons aujourd'hui chez Meilleur Taux Placement avec 2 partenaires que sont Vatel et France Vallée, qui permet d'investir pour l'entrepreneur soit dans des forêts, soit sur des actions au travers d'un fonds, mais c'est la société de gestion qui fait ce choix. Et ça permet aussi d'avoir un niveau de risque maîtrisé par l'entrepreneur. Parce qu'investir en action, on le répète, c'est risqué. On a un défaut de l'entreprise qui peut arriver dans X années, ce qui fait que l'opération financière peut être une catastrophe s'il y a un défaut de l'entreprise. Le fait d'investir dans des actifs tangibles, typiquement les forêts, permet aussi d'atténuer les risques et de bénéficier du report de l'éligibilité du 150 OBTR.
Tout à fait. Et puis on peut ajouter, alors il y a un circuit, c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels, mais là c'est la responsabilité du professionnel et donc le dirigeant est déchargé de ce point de vue. Il y a un circuit qui consiste à ce qu'on prenne l'engagement dans les 2 ans de souscrire à hauteur des sommes nécessaires dans ces placements particuliers, ce qui ouvre un délai de 5 ans dans lequel le réinvestissement devra être fait effectivement, et délai de 5 ans au terme duquel, qui est un délai pendant lequel on va devoir conserver ces investissements, et au terme duquel l'administration fiscale pourra s'assurer que ces typologies de fonds qui doivent répondre à des critères stricts d'investissement répondent bien à ces critères. Et en le disant, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as souligné quelque part, le chef d'entreprise est déchargé, il n'a pas de recherche exhaustive à faire du réinvestissement. C'est intéressant parce que, selon ma pratique, on voit d'ailleurs l'appel à ce produit comme ça peut être un plan A, parce qu'on confie à des professionnels l'investissement, c'est une énergie importante que de devoir réinvestir, devoir faire ce réemploi, c'est piégeux, on confie les choses à un professionnel. Ça peut être aussi un plan B, parce qu'on approche du terme du délai de 2 ans et qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire. Et dans ce cadre-là, le calendrier de réinvestissement est d'une certaine façon allongé, puisque finalement, comme je l'ai dit, on doit prendre cet engagement de réinvestir les sommes dans les fonds éligibles dans le délai de 2 ans, mais il y a 5 ans pour que ce déblocage se fasse effectivement. Donc j'ai investi on va dire la totalité de ma plus-value dans des fonds, dans les 2 ans. J'ai 5 ans, au bout de ces 5 ans, je récupère le capital investi majoré d'intérêts potentiellement distribué par la société de gestion. Que se passe-t-il au bout de ces 5 ans? Parce qu'on parle de report. Donc je n'ai pas payé d'impôts pendant cette durée. Je récupère le capital au bout des 5 ans, majoré d'intérêts, et j'ai pas d'impôts à payer au bout des 5 ans. Alors, parce qu'on parle de report. Le report, c'est intéressant que tu poses la question pour que nos auditeurs comprennent bien. Le report d'imposition dont nous parlons est un report sur la plus-value d'échange faite par le contribuable quand il a apporté les titres de sa société à la holding. À la holding. Ça, si la holding a cédé plus de 3 ans après l'apport, elle n'a pas à réinvestir, elle peut faire ce qu'elle veut de ses liquidités. Et si elle a réinvesti dans les 3 ans, il y a les bonnes solutions que nous avons dites. Et on arrive au terme des 5 ans, elle cède les parts du fonds. Voilà. Donc, il y a pu avoir avant des distributions faites par le fonds qui proviennent soit de distributions faites par les actifs que détient le fonds, soit de produits de cession de titres faits par le fonds. Il y a d'ailleurs, on ne va pas rentrer là-dedans, sur tous les titres de capital risque, des dispositions favorables, fiscales, favorables, tout à fait intéressantes, qui vont de l'exonération à une taxation au taux allégé de 15%, au-delà du 15% qui s'applique en tant que taux de l'IS sur les holdings qui seraient les petites et moyennes sociétés. Elle réalise ce produit. Imaginons qu'elle a souscrit dans un produit, des parts d'un fonds pour un capital de 100. Si elle ressort avec 150, il y aura une plus-value de 50 qui peut supporter peut bénéficier dans certaines conditions d'une exonération ou supporter une imposition au taux de 15%. Encore une fois, c'est une imposition au niveau de la société plus faible que si potentiellement j'avais a priori réalisé ces investissements directement au niveau de la personne physique. Et elle peut les réinvestir librement dans autre chose, se les distribuer, mais à condition qu'on parle ici d'un résultat, qu'on ne touche pas au capital ni à la prime d'apport, sans quoi on mettrait fin au report. Mais là encore, il faut insister sur le fait que c'est un objectif. Quand on se crée une holding, c'est un outil patrimonial, un véhicule d'investissement pour des projets, peut-être pour une transmission à terme. Les clients viennent nous voir en nous disant « Est-ce qu'à un moment, je peux purger ce report de la plus-value ?» Il y a certaines solutions de façon définitive pour que jamais cette imposition n'intervienne.
Mais on a désormais, et c'est la contrainte qui oblige à calibrer les choses, on a entre nous et les titres que j'avais originellement en direct, et demain, entre toute la liquidité qu'a généré la cession de ces titres, une holding, donc un véhicule, un outil patrimonial. Après, je peux réinvestir, je peux créer une filiale, je peux créer 2 filiales, je peux m'intéresser à un métier, je peux faire un investissement immobilier à titre locatif, je peux faire circuler mon cash via des conventions de cash pool, via des prêts entre les différentes sociétés sœurs. Donc c'est une mécanique qui fait sens à partir d'un certain niveau de patrimoine. Ok, merci Christophe pour toutes ces explications. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. On pourra y répondre s'il y a des questions qui nécessitent des éclaircissements. On vous mettra aussi les fonds disponibles chez Meilleur Taux Placement qui permettent de bénéficier de cet avantage fiscal. On travaille avec 2 sociétés de gestion, Vatel et France Vallée. On vous mettra les caractéristiques du fonds. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, Patrick. Merci de m'avoir reçu. Allez, au revoir. Merci à toute l'équipe.